Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machines, précisément de Mac. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter le PowerBook G4 17 pouces. Voilà, c'est un petit Mac, enfin petit entre guillemets, qui est sorti aux alentours de 2004-2005. Avant toute chose, avant d'attaquer cette vidéo, voilà, je tenais à vous remercier infiniment, notamment à mes abonnés, pour la vidéo précédente. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté, franchement, hein, en me donnant raison au niveau des commentaires de haters, etc. Franchement, ça fait vraiment très très chaud au cœur et ça prouve en fait qu'il existe toujours des gens bien qui ont la tête sur les épaules sur YouTube, qu'il n'y ait pas que des kikous, des haters et Voilà, parenthèse finie, on retourne sur le Mac. Alors ce Mac en fait il est sorti donc de 2003 à 2005, voilà, voire 2006, il y a eu une petite production en 2006 mais c'était vraiment la fin, étant donné que les MacBooks de la même taille en fait qui avaient un design vraiment très similaire étaient sortis. Voilà, donc ce PowerBook est un ordinateur en 17 pouces, voilà, la taille est de 17 pouces. Il a été décliné en plusieurs versions, donc 17 pouces, 15 pouces et 12 pouces. J'ai eu personnellement le 12 pouces que je ne pourrais pas vous présenter, hein, voilà, c'était il y a assez longtemps, qui était en 867 MHz, donc vraiment il me semble le premier de la gamme, et celui-là est en 1,33 GHz. Voilà, donc celui-là a assez vécu, hein, c'est-à-dire que bon, il y a quelques touches sur le clavier qui ont tendance à se barrer un peu en sucette. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit POC vers ici, hein, vraiment un très très léger, il faut vraiment le remarquer. Et la batterie dedans est complètement naze. Donc je vais vous présenter de suite enfin, toute la connectique et les options qu'il avait, hein. Donc c'est parti. Alors, donc sur ce côté, donc nous avons le port pour le verrouiller. Voilà. Nous avons le port de recharge qui n'était pas encore des adaptateurs MagSafe, hein. Voilà, mais c'était un genre de prise RCA qui aurait fusionné avec une prise jack, comme l'avait déjà souligné Fabien d'Electronic Arts qui avait présenté un e-book G3 si mes souvenirs sont bons. Nous avons un port modem de ce côté, un port USB, un port pour une carte additionnelle, mais il me semble que sur les Macs ce n'était pas standard en fait, hein. Donc bon, voilà, je ne saurais pas vous dire exactement quelle carte c'est. Normalement, c'est du PCI MCIA, mais il me semble que sur les Mac, comme je vous le répète, c'était pas standard. En fait, il fallait vraiment acheter des cartes Mac, et d'ailleurs, ça a fait un vrai flop ce truc, hein. Ça a été que sur les PowerBooks. Les e-books ne l'avaient pas, et ils ont viré ça sur les MacBooks. Donc nous avons un port entrée-ligne, en fait, ou micro, et une sortie casque, qui est ici. Voilà, donc une petite grille d'aération, hein, voilà, il y a le disque dur qui se trouve de ce côté-là. Ensuite, donc on peut remarquer les antennes qui sont présentes sur le côté, là, ici, au niveau de l'écran. Donc c'est les antennes Wi-Fi et Bluetooth. Ensuite, donc sur la tranche avant, donc nous avons le truc pour le déverrouiller, ainsi qu'une LED que peut-être vous allez voir, mais que moi là où je suis, je ne vois pas. Donc c'est la LED quand il est en veille, en fait, qui clignote. Et le lecteur, le combo, même le Super Drive, c'est sur ce modèle. Donc Super Drive est égal lecture gravure CD et lecture gravure DVD. Voilà, donc le Super Drive qui est dessus, voilà, est 100% fonctionnel. Chose rare pour un Mac, franchement, parce que moi, celui de mon MacBook 2007 est cramé, celui de mon MacBook 2010 n'est pas cramé, mais il commence à avoir des petites faiblesses pour avaler les CD et DVD. Celui de mon iMac, un iMac Alu que j'ai qui est assez récent, est complètement mort. Enfin, il lit que les CD, les DVD, plus rien. Enfin bref, la liste est très très longue, donc je vais pas vous la faire, hein, quoi. Voilà, mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de lecteurs graveurs de Mac qui sont morts. Donc sur ce modèle, chose que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'adaptateur. Nous avons déjà un port DVI qui est ici, voilà, plus un port S-Video pour la partie graphique. Nous avons un port Ethernet, un port FireWire 800 et un port FireWire 400 et un autre port USB. J'ai oublié de préciser, c'est de l'USB 2, voilà. Et encore une petite grille d'aération et une petite antenne qui est ici. Alors sur le dessous,
Hop, donc nous avons la batterie avec ses indicateurs de charge. Voilà, donc là, comme vous le voyez, hein, ça met que c'est chargé, mais c'est complètement bullshit, hein. C'est-à-dire que, enfin, là en fait, je vais être obligé de le brancher quand je vais vous le présenter parce que la batterie dure 5 minutes, hein, voilà, hein, elle est complètement morte, quoi. Elle est d'origine, hein, elle est d'époque, hein. Voilà, et dessous cette trappe, hein, vous avez quelques vis à enlever, enfin, il faut déjà enlever la batterie et ensuite deux trois vis à enlever. Et vous avez accès au RAM. Alors il me semble que ce modèle a 1,25 1 giga et 256 mégas de RAM, c'est en DDR et il est sous Léopard avec un processeur 1,33 GHz. Ce qui fait que c'est pas une configuration trop dégueulasse, voilà, pour ce genre d'ordinateur, étant donné que le système maximum supporté est macOS Léopard, vu qu'on est sur du PowerPC G4. Ce qui fait que ça sert à rien de mettre plus, franchement, hein. Si à la limite augmenter 2 Go, mais de toute façon, il me semble pas que Léopard sache gérer. Ah, quoique je dis peut-être une connerie avec les G5 qui savaient gérer beaucoup plus de 2 Go. Mais sur ces modèles-là, il me semble qu'ils gèrent pas plus de 2 Go. Donc, de toute façon, ça sert strictement à rien d'en mettre plus. Et de toute façon, moi, vu la configuration de la machine, il n'y a aucun intérêt à mettre plus de 2 Go de RAM. Voilà, donc derrière la charnière, nous avons donc encore un truc qui a duré bien longtemps sur les Mac et qui, à mon avis, est toujours d'actualité chez certains Mac récents. Donc la ventilation qui est ici, voilà. Et bon, bah, bien entendu, sur l'avant, nous avons bah, la fameuse pomme. Voilà, donc je vais vous présenter un peu l'intérieur. C'est parti. Alors pour le déverrouiller, c'est très simple. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà, et ça se lève. Alors le mécanisme est en très bon état, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Mac, quoi. Il y en a beaucoup qui avaient le mécanisme foiré. Je me rappelle un PowerBook G4 Titanium que bien évidemment j'ai pu, hein. Enfin, c'est une histoire un peu trop longue à vous expliquer pourquoi j'ai pu un certain nombre de Mac que j'avais avant. Enfin, voilà, enfin, trop compliqué à vous expliquer. Voilà, puis c'est personnel. Donc voilà, mais malheureusement c'est des Macs qui sont quasi introuvables maintenant. Alors bon. Déjà, celui-là, j'ai eu beaucoup de chance de le retrouver parce que j'y croyais pas, hein. C'est un Mac aussi que j'avais avant. Mais là, c'était un peu différent parce qu'il avait grillé. Donc, vous voyez que c'est tellement grand comme machine que, bien entendu, ça rentre pas dans le cadre, hein. Bon, ça, c'est la tradition. Vous commencez à connaître un peu sur cette chaîne. Voilà, donc, bon, bah, comme ça va me permettre de vous présenter un peu bah, la partie clavier. Donc, la partie clavier, nous avons donc plein de capteurs qui sont situés à ce niveau. Voilà, et à l'autre niveau aussi. Voilà. Alors, capteur de luminosité pour l'écran, capteur de luminosité pour le rétroéclairage du clavier, parce que le clavier est rétroéclairé, je rappelle. Même si ce modèle c'est un peu foireux, c'était les premiers. Enfin, c'est du rétroéclairage de clavier, mais alors du rétroéclairage, il faut vraiment être dans le noir total pour le voir. Parce que vraiment, ça ressort pas comme mon ancien PowerBook G4 qui était plus récent, qui datait de 2005, qui était un 1,67 GHz, si mes souvenirs sont bons, avec 2 Go de RAM. C'était les derniers PowerBook G4 qui étaient sortis. Mais ils avaient un problème de dalle, donc c'est pour ça que en fait, je l'ai carrément jeté. Voilà, c'était l'époque là où je jetais mes Mac, oui, alors que maintenant je les garde pour collection. Voilà le comble. Mais ce modèle a l'air quand même bien plus résistant que les derniers qui étaient sortis, franchement. Voilà, donc nous avons un trackpad qui est vraiment assez long, quoi, enfin assez grand, quoi. À mes grands regrets, pour moi, les clics sont vraiment trop grands, quoi. Il prend quasiment un tiers du trackpad. Un truc, bah, c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas, mais sur les nouveaux MacBook, en fait, vous avez juste un pavé, en fait, et même la partie des clics est tactile, en fait, comme le trackpad. Et c'est vrai qu'ils auraient dû faire ça, à mon avis, dès le début, mais bon, à mon avis, les technologies n'étaient pas assez avancées pour l'époque. Nous avons le beau bouton power qui est argenté, franchement je trouve que ça a de la gueule, et un clavier qui est plutôt confortable à utiliser quand il est en bon état, contrairement à celui-là. Mais mes souvenirs sur l'autre, c'était même sur celui-là, hein, c'est un clavier qui est vraiment confortable à utiliser. Là en fait c'est les mécanismes et certaines tétines qui sont à moitié mortes. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, la touche raccourci pomme droite qui se détache. Elle a tendance, il y a un cran qui est pété. Celle-là, je l'avais carrément enfoncée et collée entre guillemets parce qu'elle se barrait. Ensuite, j'ai la touche N qui fait le même truc, il me semble. Et je crois que c'est tout, mais c'est... Ah oui, puis la touche B qui est très dure.
Voilà, j'ai regardé, c'est pas une merde, c'est juste que la tétine en dessous est à moitié pété, le mécanisme avec. Donc voilà. Donc voilà, ça fait un certain petit nombre de touches qui sont casse-pieds. Voilà. Bon, moi je m'en sers en fait. Donc, enfin, je vais vous présenter l'écran. Et pour conclure, voilà, c'est ce clavier en fait sera changé. Mais bon, pour le peu que je m'en sers et l'utilisation que j'en fais, grâce à son écran justement, c'est du graphisme. Je tape pas de texte hein, quasiment dessus, donc ça me va très bien. J'attendrai vraiment que le clavier soit complètement naze pour le changer, si je le change, parce que c'est vraiment pas une machine que je me sers de base tous les jours. Voilà, voilà. Donc là, nous avons donc l'écran. Je vais mettre un petit pet de focus, voir si voilà, là il a équilibré la lumière. Donc un grand écran 17 pouces avec Dalmat, chose qui est vraiment très très cool quoi de la part d'Apple d'avoir mis ça. Donc avec Dalmat, bon par contre on peut remarquer que la webcam n'existait pas à cette époque-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'on différencie très facilement les PowerBook G4 des MacBook. Quoique j'ai un pote moi qui avait le contour de son écran qui était mort et qui avait réussi à adapter un cadre en fait de PowerBook G4 sur un MacBook. Ce qui fait que on croyait tous que c'était un PowerBook G4 alors qu'en fait c'était un MacBook. Et comme la webcam il avait viré, ça l'intéressait pas. Bah voilà, l'illusion était vraiment parfaite quoi, hein, parce qu'il y a marqué PowerBook du coup vu que c'est marqué sur le cadre. Voilà donc je vais vous le démarrer de suite. Alors bon, on va se retrouver de suite grâce à la magie du montage, mais je vais le brancher parce que bien entendu la batterie dedans est vraiment sèche. Voilà, on se retrouve de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la partie 2 sur le PowerBook G4, j'allais dire du MacBook, hein, voilà. Décidément, ça prête à confusion. Donc c'est parti pour le démarrer. Alors je vous préviens de suite, il va y avoir un grand écran noir au démarrage, c'est totalement normal. Tous les G4 et les G3 le faisaient. Même les G3 le faisaient moins, mais les G4, j'ai jamais compris pourquoi. Entre le bong, d'ailleurs qui ne va pas être présent, et le démarrage, il y a 10 plombes. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai entendu le lecteur CD, donc il s'est mis en route. Le bong, on ne l'entend pas parce qu'en fait, déjà d'une, pour le capter au micro, là ça aurait été un peu dur. Mais en plus de ça, comme c'est un peu compliqué à vous expliquer, j'ai plus ou moins trouvé un autre boulot, entre guillemets, à côté de mon activité de micro-entrepreneur et que je suis en ce moment en train de faire un peu de graphisme ou un truc comme ça. Au lieu de réveiller, vu que je suis dans la pièce, là où il y a tout le secrétariat, etc., au lieu de parasiter les appels le matin avec le gros bang de l'iMac, la veille je coupe le son. Voilà. Et enfin le son est toujours coupé parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir du son sur ce Mac. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le bang. Donc voilà, donc macOS Léopard démarre. On peut remarquer que franchement, ça démarre plutôt vite quand même, hein. Là on va arriver voilà, sur le bureau. Voilà, donc il y a toujours cette série d'écrans bleus qui arrive, c'est assez chiant. Voilà, donc bon, je sais pas comment vous le voyez en vidéo, j'ai l'écran à côté, ouais, ça a l'air de refléter assez bien les couleurs, je vais regarder ça. Ouais, ça va, franchement. Mais vous voyez que l'écran est vraiment assez lumineux, franchement, il est vraiment de très bonne qualité, quoi. Donc je vais voir avec vous les caractéristiques donc, qu'il a, j'essaierai de régler la caméra pour que vous voyez bien l'écran. Donc toujours pareil, menu pomme à propos de ce Mac et je vais vous rapprocher la caméra. Allez, à de suite. Voilà, donc c'est vraiment le maximum que je peux faire vraiment pour que vous voyez bien et que vous voyez vraiment tout l'écran. Je suis en train de faire les derniers petits ajustements comme ça, un petit pet de focus afin de vous garantir une meilleure lisibilité. Donc voilà, donc on peut voir donc dans le menu pomme et à propos de ce Mac, donc qu'il est sous macOS X, hein, ce qui est bien entendu logique sur un Mac, quoique on pourrait le faire tourner sur Linux, mais j'en ai pas envie. Donc version 10.5.8, donc vraiment la dernière version qu'il est capable de faire tourner. On voit le processeur, donc là, hop, c'est un 1,33 GHz PowerPC G4. Memory, donc mémoire, c'est bien 1,25 Go DDR SDRAM. Hein. Voilà, donc c'est de la DDR. Ce système a été maintenu jusqu'en 2009. Voilà, donc ce qui est quand même pas trop, vraiment pas trop vieux en fait. Hein, quand on regarde vraiment, ça fait que entre guillemets 8 ans à ce jour, mais c'est vrai que maintenant là c'est la version 10.5.8, ils en sont macOS à la version
Alors sur l'iMac, je suis à 10.12. Ils ont sorti la 10.13. Donc oui, oui, Acer est bien sorti. Donc ils en sont à la 10.13. Donc voilà, hein, c'est pour vous dire à quel point ça évolue. Donc voilà, c'est une version qui est maintenant entre guillemets totalement obsolète, sauf pour du graphisme avec certains logiciels, hein, comme le fameux Adobe Illustrator et Photoshop et enfin, toute la suite Adobe, hein. Bien sûr, les CS2, les CS3 et maximum CS4, après CS5, je pense pas qu'ils soient compatibles. Mais on peut faire quand même tourner pas mal de trucs. Je vais vous le montrer. Donc maintenant, on va voir cet ordinateur en détail. Alors voilà, j'ai cliqué sur plus d'informations. Donc pour ceux que ça intéresse, le cache L2 sur le CPU est de 512 kilobits. Ensuite, bon, bah, nombre de CPU, il n'y en a qu'un, bien évidemment. C'est un monocœur, hein, bien entendu. Le bus est de 167 MHz, hein, ce qui fait qu'il me semble qu'il est plus rapide quand même que les e-books G4 de même fréquence qui étaient de 133 MHz. Ensuite, en disque dur, bah ça je vous le dis direct, hein, c'est du disque dur IDE dedans. Voilà, c'était vraiment la dernière génération de disque dur IDE qui est sortie en portable. Après, sur les MacBook, ils étaient passés à du Serial ATA, hein. Enfin, c'était les débuts du Serial ATA, hein. Hop, donc on va voir ça là-dedans. Donc c'est pas le disque dur d'origine, hein, qu'il y a dedans. C'est le fameux Samsung HM160HC. Donc pour tous ceux qui veulent savoir, c'est un disque dur assez performant de chez Samsung. Je dis performant pourquoi? Parce que c'était un 5400. Non, c'est alors, j'ai peur de vous dire une connerie, mais pour que je dise qu'il soit performant, je me rappelle parce que je l'ai déjà eu sur une autre machine, je crois que c'était un modèle 7200 tours minute, ce disque dur. Et en plus, en IDE, c'était un 160 Go, chose qui était quand même une grande capacité pour du disque dur de PC portable, hein, en IDE, 160 Go. Pour l'époque, il y avait plus de 100 Go, 120 Go, mais les 160 Go ne couraient pas les rues. Et il y avait quelques 250 Go ou 200 Go, mais ils étaient très très rares et hors de prix. D'ailleurs, ils le sont toujours parce que ça n'a pas été fabriqué en masse, quoi. Donc ce disque dur, bah, je l'ai déjà eu sur un IBM T42, il me semble. Et malheureusement, il était tombé en carafe très rapidement. Donc quand j'ai vu sur ce Mac que c'était ce modèle, je me suis dit, eh merde, ça va tomber en carafe très rapidement. Et visiblement, non, il a l'air de tenir nickel. Donc j'ai fait des tests smart, ça tient nickel. Donc bon, visiblement, j'avais dû tomber dans le passé sur une mauvaise série. En lecteur DVD, donc bah, nous avons le fameux Machita en marque, hein, voilà, bon, hein, la marque toujours pas top, quoi. On va voir maintenant tout ce qui est chipset audio. Donc, c'est la fameuse puce Texas Instruments TAS 3004, hein, qui équipe la plupart des e-books que je vous ai montré précédemment, hein, voilà. Ensuite, oui, il y a du Bluetooth là-dedans. Alors, donc, est-ce qu'on va avoir un peu d'informations sur le Bluetooth? Non, bah, nous n'avons pas plus d'informations que ça. Je m'attendais à avoir une petite marque dedans, mais visiblement, nous n'avons pas de marque présente. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est du Broadcom ou un truc comme ça en chipset. Alors là, il met Disk Burning. Pour tous ceux qui veulent savoir en détail, c'est le Machita DVD R. Alors j'ai peut-être dit non, ben non, non. Pourquoi ils l'ont appelé DVD R alors qu'il aurait pu l'appeler DVD RW, vu que je vois dans les caractéristiques, comme vous pouvez le voir aussi, je pense qu'il est RW aussi au niveau des DVD. Mystère, les mystères d'Apple des fois. Donc c'est le U. Alors attendez, parce que je vois pas bien ici. Non, c'est bien ce qui me semblait. Je crois qu'il y avait un i au milieu, mais non, c'est le UJ 816 pour ceux qui voient pas bien la caméra, je sais pas. Voilà, donc fibre Chanel, bien entendu, il n'y a aucun truc. Firewire, donc là, ben, maximum speed, donc vitesse maximale, nous sommes à 800 mégabits par seconde. Donc vous avez deux ports Firewire, comme je vous ai montré, hein, le 400 et le 800. Donc évidemment, la vitesse maximale, ça va être 800. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la partie écran et carte graphique. Voilà. Donc c'est une ATI Mobility Radeon 9600. Elle a que 64 mégas de VRAM. Moi je me rappelle que sur le PowerBook tout récent à 1,67 GHz, j'avais 128 mégas de VRAM, il me semble. Voilà, donc c'était beaucoup plus performant, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, donc 64 mégas de VRAM. Bah, après,
L'écran, bon, il y a marqué Color LCD, bon, ils vous montrent pas la marque, ça c'est sûr, mais bon, la résolution est de 1440 par 900, voilà, ce qui était vraiment pas trop dégueulasse, même très bien pour l'époque, hein, franchement. C'était une machine assez impressionnante, le PowerBook, hein, par rapport au PC qui sortait à l'époque, hein. Franchement, c'était la bombe de l'époque, quoi, hein, voilà. Et ensuite, bon, bah après, bon, il me met qu'il n'y a pas d'autre écran de connecté, donc ça c'est sûr. Donc, hardware Red, ça c'est pas la peine d'y aller. Il n'y a rien dessus. Donc mémoire, donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, il y a deux ports mémoire sur, enfin deux slots mémoire sur cet ordinateur. Donc nous avons 1 giga en DDR SDRAM, donc fréquence 2700, voilà, qui sont installés, et la barrette de 256 DDR SDRAM, voilà, en fréquence 2700 aussi, voilà. Donc bon. Enfin, de ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est avoir une barrette de 1 giga, une note de 1 giga, ce qui nous fait un total de 2 gigas. Mais franchement, avec les logiciels que j'utilise, Adobe, Illustrator et Photoshop, c'est très rare que la mémoire vienne à saturation. Des fois, ça arrive hein, que le disque dur soit pas un peu, mais c'est trop rare pour que franchement j'investisse juste 1 giga de RAM pour cette machine, hein. Franchement, je préfère investir une barrette de 4 gigas sur le MacBook que 1 giga dessus, ça vaut largement moins cher et j'en ai pas l'utilité. Voilà, donc PC Card, bien entendu, là il n'y a rien. PCI Card, ah, il a trouvé un truc, ça m'étonne un peu. Ah bah oui, ça doit être le lecteur de cartes. Et ensuite, donc, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Voilà, donc bon, rien de bien important après. Par contre, j'ai des informations sur la carte AirPort. Alors, je ne sais pas si cette carte gère le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça, j'en sais rien. En tout cas, on peut savoir que c'est un chipset Broadcom qu'il y a dedans. C'est un BCM43XX 1.0. Donc après, vous avez tous les chiffres hein, qu'il y a. Je vous remets un pet de focus au cas où. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cet ordinateur. Voilà, donc maintenant je vais vous ouvrir quelques logiciels hein, dessus pour vous montrer que bon, ça a tendance à tourner plus ou moins bien sur certains logiciels. Donc on va commencer par un petit Illustrator CS2. Bien sûr, je tiens à dire que, bon, en général, ça ne modifie pas les performances de l'ordinateur, mais ce sont des vieilles versions, certes, mais qui sont légales sur ce modèle, hein, voilà. Donc, version légale que je dois toujours avoir en boîte si je les ai pas bazardées, parce que j'ai eu tendance à bazarder les boîtes et tout mettre, enfin, extraire l'image ISO, en fait, et mettre ça sur les NAS, comme ça prend moins de place. Mais le numéro de licence est bien. Voilà, donc Illustrator est ouvert, voilà. On va passer à Photoshop CS2. Voilà, donc c'est parti. Alors il peut y avoir un petit phénomène qui l'accélère un peu, c'est-à-dire que depuis une semaine, en fait, j'utilise tous les jours sur Illustrator Photoshop CS2, Illustrator CS3 et Photoshop CS4, hein. Donc voilà, hein, c'est ouvert tous les jours, donc peut-être que il accélère un peu, mais j'ai pas l'impression, hein, c'était aussi rapide la première fois que je l'avais installé, hein. Donc voilà, Photoshop CS2 est ouvert. On va lui lancer un petit Illustrator CS3, c'est parti. Donc là vous allez voir c'est un peu plus lourd, il galère un peu plus hein, parce que le Illustrator CS3 est quand même un peu plus lourd que le CS2, hein. Alors c'est pour ça que j'ai plusieurs versions en fait. Donc voilà, là ça charge tout doucement mais sûrement. Alors comme vous pouvez le voir, cette version de macOS est mi-anglaise, mi-française. Par exemple, nous avons sur le Finder là, qui est passé sur la Finder Bar, sur le bureau des termes anglais. Et nous avons le truc batterie qui est marqué rechargé, la date aussi qui est en française. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai installé en fait, mais c'est pas la première fois que ça me le fait hein, avec Léopard. Je sais pas si j'ai des secteurs de mort sur le DVD, donc il installe mi-français, mi-anglais. Mais c'est un merdier sur chacun de mes ordis qui ont macOS Léopard. Ça m'installe du mi-français, mi-anglais. Allez, enfin, je cherche pas à comprendre. Alors ça va parce que je comprends l'anglais, mais c'est un peu le merdier, quoi. Voilà, donc Illustrator a été ouvert. Voilà, donc c'est CS3 pour rappel. Donc on va le quitter.
Et là, nous ouvrons le plus lourd, donc Adobe Photoshop CS4, qui vraiment commence à faire assez lourd pour ce Mac, hein. Voilà, donc même CS4 Extended. Donc, alors ça, j'ai jamais su si ça changeait quelque chose par rapport aux versions standards, hein. Il doit sans doute avoir plus d'options. Mais bon, voilà, c'est donc là, c'est parti pour un peu d'attente. S'il plante pas, parce que ça demande un peu de ressources. C'est bizarre que la fenêtre bleue ait disparu et que j'ai toujours la Thunderbar. Ah ben voilà, ben ça c'était ouvert mais il y avait dégagé en arrière-plan. Donc à mon avis c'était ouvert dès que la fenêtre bleue avait disparu. Donc on peut voir quand même que sur Photoshop ça a été rapide, hein. Voilà, donc on ferme. Et donc maintenant, donc Internet, comme vous le savez, c'est donc les versions, hein, donc Firefox, Safari, les navigateurs alternatifs, Team4Fox, qui est une vraie usine à gaz qui aurait jamais dû sortir comme projet. En fait, Team4Fox, en fait, pour ceux qui veulent savoir, c'est les versions de Firefox, les dernières versions de Firefox qui ont été codées avec le Q, en fait, pour les processeurs PowerPC G3, G4, G5. Seulement, ce qu'ils ont oublié, c'est que les versions de Firefox, maintenant, par exemple la 52, ne demandent pas les mêmes caractéristiques en fait qu'un POV G4 en fait. Donc ils auraient dû faire un mode light. Enfin, c'était ni fait ni à faire, hein, ce qu'ils ont fait. Je les ai installés, j'ai testé. Et au départ, je me disais, c'est mes Macs qui sont pas assez performants. Mais même sur du G5, c'est du nid à gaz en fait, hein. C'est du nid à bug, c'est du vrai nid à gaz. Il y a des gros problèmes avec les extensions et les plugins. Donc c'est une horreur. Mais j'ai trouvé donc tous ces navigateurs, comme je vous dis, sont obsolètes, hein, voilà, à l'époque, il y en avait un, c'était vraiment une fusée que j'appréciais sur PowerPC. Malheureusement, il commence à être un peu dépassé, donc il a un peu du mal. C'est Radon Browser, donc je vais vous le présenter. Pour ceux qui le veulent, c'est simple, faites-moi une demande en commentaire en fait, parce que c'est simple, il est sous Léopard, il me semble qu'il est introuvable en fait. Il n'existe carrément plus car le projet a été abandonné en fait et les serveurs ont été coupés donc on peut plus le télécharger. Donc je l'ai gardé bien au chaud sur mon NAS, etc. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. Donc voilà, je l'ouvre. Donc il s'agit de Radon version 1.5.1 et vous voyez la vitesse où ça s'ouvre, hein, c'est assez impressionnant. Pareil pour les recherches. Vous voyez, c'est vraiment très rapide pour du PowerPC, hein. C'est vraiment une vitesse assez exceptionnelle. Alors bon, des fois ça peut ramer, c'est mon réseau Wi-Fi aussi qui est en plein. Ouais, là visiblement, ouais. Alors là, c'est pas le Mac qui a ramé, hein, non, là c'est mon réseau Wi-Fi. Vu que j'ai des mises à jour qui sont en train de se faire, ça a chié dans la colle. Mais vous voyez que ça n'a pas affiché les trucs élément par élément, ça s'affichait direct. Donc oui, alors bon, bien entendu, on demande pas, je vais pas vous dire que ça a les mêmes performances que le dernier i7 qui est sorti avec un SSD méga performant et un ordinateur avec 32 Go de RAM. Cela dit, ce navigateur sur des PowerPC comme ça consomme très peu de ressources. Il a été vraiment très bien codé. Je crois que c'est le meilleur qui a été codé parce que j'ai jamais vu des navigateurs aussi rapides sur Mac, franchement. Donc franchement, c'est un très bon navigateur. Voilà, et maintenant je vais vous présenter un dernier navigateur pour conclure, donc qui est encore compatible avec la plupart des standards des sites, mais qui est un peu plus lourd. Mais du coup, vu qu'il est très bien codé et compatible avec les standards, bah, il ne fait pas planter, enfin, il a tendance à pas trop faire planter le Mac. Il le fait planter un peu parce que les standards évoluent, hein, mais c'est pour l'instant, et il n'y en aura plus, hein, mais c'est le meilleur compatible qui existe, hein, il n'y aura pas plus récent. Donc il s'agit de Roccat. Voilà, donc à mon avis, un petit effort sur le codage aurait été le bienvenu, mais vous voyez que ça s'ouvre assez vite. Voilà, donc bon, ce truc qui est chiant, c'est qu'il a tendance à garder les pages quand on l'a fermé en mémoire. Voilà, puis c'est vrai qu'il aime pas qu'on lui fasse ça. Donc bonne pub pour le Bon Coin, ça je sais pas pourquoi elle a réapparaît à chaque fois, c'est assez chiant. À mon avis, c'est un paramètre que j'avais foutu parce que ça me le fait pas sur mes autres machines. Alors c'est vrai qu'il y a des fois la roue multicolore qui apparaît, mais il est quand même assez bien optimisé, hein, pour les PowerPC. Donc là, par exemple, je vais taper Google, hein. Donc là, par exemple, je vais taper Google. 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 Donc là, par exemple, je vais
Voilà, bon, c'est vrai que de ce côté-là, il a tendance un peu à merder parce que dès qu'on tape Google, il va se baser sur l'historique de recherche qu'on a fait. Donc voilà, mais c'est un peu chiant ça. Par exemple, si on tape Google, il va pas aller sur Google, il va rechercher la dernière recherche qu'on a fait. Donc voilà, vous savez que j'étais sur le bon coin. Voilà, ça leur fera un peu de pub, voilà, même si c'est un site que je m'en carre, il n'y a pas besoin de pub ni rien. Voilà, bref. Mais vous voyez que ça s'affiche vraiment assez rapidement. Là, j'aurais fait ça sur d'autres navigateurs, ça aurait planté, ça serait parti en sucette, hein. Camino, ça marchait jusqu'à encore il y a 4-5 mois. Et là, ça y est, Camino part totalement en sucette. On lui demande une recherche Google, la roue multicolore, le Mac plante. Et ça sur n'importe quel Mac G5. Donc, enfin, Mac G5, G4 et G3. Donc voilà, c'est la fin de vie pour vraiment la fin de vie pour ce navigateur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un peu le PowerBook G4 quoi, hein, voilà. Donc ben on va l'éteindre, du coup on va l'éteindre maintenant. Voilà, donc comme je vous disais, j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. C'est une machine assez exceptionnelle qu'on ne trouve vraiment pas tous les jours. Je l'avais payé, je crois, la maudite somme, bah même pas, c'était un échange que j'avais fait contre un PC portable. Donc vraiment un coup de chance quoi, mais c'est un Mac qu'on trouve quand même aux alentours maintenant de 200-300 € parce que c'est un modèle qui commence à se faire très très rare et vraiment ils sont rarement en bon état, souvent ils ont des problèmes de dalle, des crans de fermeture qui sont pétés, etc. etc. Donc bon, hein, le truc qu'il y a c'est que ah oui, par contre j'ai oublié de vous dire, ça fout 10 plombs à s'éteindre, ça c'est totalement normal, hein. Ça le fait sur tous les macOS Léopard, est une vraie saloperie pour ça. Encore là il a été rapide, mais vraiment, c'est un modèle, franchement, qui est vraiment, je trouve, classe. Ça reste... Vous vous en rendez compte que ce Mac, quand même, celui-là, date de 2003-2004, que plus de 10 ans après, j'arrive quand même à le trouver classe. Enfin, c'est ça la magie d'Apple, je trouve, c'est qu'ils font des bécanes vraiment... Il n'y a pas à chier, c'est vraiment, vraiment très classe, quoi. On dirait pas, d'ailleurs, hein. Quand je dis aux autres, cette machine a plus de 10 ans... ils me disent ah ouais ben ça les fait pas quoi, hein. Enfin c'est du Apple quoi. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et je vous remercie à tous et je vous dis salut à tous et à la prochaine.